Chahut Média. Le journal, c'est une mine d'or, en fait. C'est le point de vue d'une femme enfermée pendant la guerre. Enfin, c'est quand même un récit puissant, quotidien. Donc, on est avec elle dans son inquiétude, dans sa souffrance, sa faim, sa douleur physique, la morphine qu'elle prend, parfois les visions qu'elle a, etc. C'est vrai que c'est un océan quand même dans lequel on se perd assez facilement parce que c'est un peu comme son œuvre, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Parce que normalement, un journal, on l'écrit au jour le jour. Et elle, dans son processus d'écriture, qui justement amplifie, va remettre quelque chose, même dans son journal, elle faisait ça. Donc en fait, elle a commencé un cahier principal et elle ouvre un autre cahier où elle reprend exactement la même notation qu'elle a écrite dans son premier cahier en l'amplifiant. Le journal de Monique Saint-Hélier, c'est l'antichambre de son œuvre monumentale, laissée inachevée, où on la suit de 1940 à 1948, entre souvenirs et révolte intime. Mais aussi ce document exceptionnel, c'est par lui qu'on parvient à saisir au jour le jour, et parfois minute par minute, ce que l'autrice a vécu, cloîtré, en raison de sa maladie, dans son appartement parisien, sous l'occupation allemande, et jusque dans l'immédiat après-guerre. En 2018, les cahiers laissés par Monique Saint-Hélier ont été publiés après de longues années de travail éditorial. Comment Saint-Hélier se révèle-t-elle dans son journal ? Que nous apprend ce journal de son processus d'écriture ? C'est ce que cet épisode voudra examiner. Monique Saint-Hélier, l'œuvre infinie, une proposition du Centre de littérature en Suisse romande de l'Université de Lausanne. 3e et dernier volet. Couvre-feu. Peu de temps après la mort de Monique Saint-Hélier, son mari est revenu vivre dans le canton de Vaud, où il a repris un travail d'enseignant dans le secondaire. Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande, Université de Lausanne. Il a toujours suivi un peu de loin en loin. Ce qui restait dans la mémoire d'écriture de sa femme, pas grand-chose. Il y a quand même dans les années 60 surtout un réel creux dans l'attention à l'œuvre de Monique Saint-Hélier. Ensuite, Blaise Briot, sur le tard, s'est remarié. Il a épousé une de ses élèves, une femme donc beaucoup plus jeune que lui, avec qui il a eu une fille. Et c'est après son décès que d'anciens voisins du quai de Béthune de Paris ont contacté la veuve de Blaise Briot pour lui dire qu'il y avait une sorte de cagibi dépôt dans la cour qui était resté occupé en fait par des éléments appartenant au Briot et qu'il fallait au fond le débarrasser. Et c'est à ce moment-là donc que finalement on a redécouvert qu'il y avait toute cette part de traces de l'œuvre de Monique Saint-Hélier qui était restée là-bas. Et donc c'est la veuve, qui n'avait bien évidemment jamais connu Monique Saint-Hélier, qui a organisé ce sauvetage en allant chercher sur place l'ensemble de ce matériau manuscrit qui a atterri à ce moment-là à Lausanne. Ce que contient cet ensemble, les manuscrits littéraires, les agendas, la correspondance et 19 cahiers empilés les uns sur les autres qui constituent le journal tenu par Monique Saint-Hélier entre 1940 et 1948. Charge alors à Anne-Claude Briot, veuve de Blaise, de les remettre à l'ancêtre du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne, et durant les années qui suivent, ce fonds est régulièrement consulté sans être étudié ou organisé. Au début des années 2000, Alexandra Weber, alors étudiante licenciée en lettres de l'UNIL, débute enfin le long travail de transcription du journal. Ce qui déclenche le journal chez Monique Saint-Hélier, c'est le début de la guerre et le drame d'un pays pris de panique et qui s'effondre.
Contrainte de demeurer à Paris avec Blaise, après l'épisode traumatique de leur fuite manquée en France libre, l'écrivaine est confrontée à un blocage dans son écriture romanesque. 5 mois après son retour quai de Béthune, elle débute son journal, traçant ces mots lapidaires. Mauvaise écriture, pas tenu une plume depuis Gion, 13 au 17 juin 1940, bombardement. Le journal commence en 1940, presque immédiatement après la tentative de fuite, après la défaite française. Stéphane Petermann, responsable de recherche, Centre des littératures en Suisse romande, Université de Lausanne. C'est un document assez extraordinaire où elle consigne quotidiennement, très abondamment, elle écrit énormément dans son journal, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, tout ce qui lui manque, tout ce qu'elle éprouve. Donc c'est vraiment un journal au sens très plein de ce terme. Donc, Elle se rend compte qu'elle est en train de vivre un moment historique. Donc elle se dit, il faut que je note tout, et un besoin d'analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alexandra Weber-Bernet, coéditrice du Journal de Monique Saint-Hélier. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les premiers carnets. Elle essaye vraiment aussi de faire une analyse à tous les niveaux, politique, personnel, sa santé, où elle en est par rapport à son œuvre. Donc elle note ses lectures, elle note qui elle reçoit, elle note aussi la vie quotidienne, elle a froid, elle a faim, ils essayent de brûler une porte pour se réchauffer un peu, elle dit ça passe de 6 à 10 degrés, elle fume une cigarette pour se réchauffer les doigts. Enfin, on commence à se rendre compte de ce qu'ils vivent au quotidien. Et par exemple, elle fait vraiment un carnet de bord de l'occupation. Elle découpe des extraits de presse pour essayer de comprendre l'avancée des troupes sur tous les fronts. Donc on voit vraiment qu'elle a ce besoin d'analyse. Et ça, c'est vraiment quelque chose totalement à part de son œuvre littéraire. Donc pour elle, une écriture chasse l'autre, c'est-à-dire elle a été romancière, ensuite il y a une pause dans son activité de romancière, elle a son écriture intime, qui ensuite se réarrêtera pour recommencer le roman. Il y a cette espèce de... Assez clairement, oui. Les deux écritures sont concurrentes. Concurrentes au sens vraiment... Enfin, elles entrent en contradiction. C'est-à-dire que soit elle écrit son journal, soit elle écrit l'œuvre, mais pas les deux en même temps. Et à partir du moment où elle se plonge dans son journal, elle écrit plus du tout dans ses romans. Au cours de la guerre, elle a des moments où ça va revenir, hein, notamment sous l'impulsion de Jean Paulhan, qui va la solliciter pour écrire un souvenir déterminant. Il a sollicité un certain nombre d'écrivains pour raconter dans sa vie, voilà, un souvenir déterminant qui a modifié le cours de votre existence. Et elle, évidemment, son souvenir déterminant, c'est la mort de sa mère. Et donc, ça la replonge dans l'atmosphère de son enfance. Et à partir de là, elle renoue un peu avec l'écriture. Donc, à la fin de la guerre, elle se remet à écrire. Et là, on voit d'ailleurs que la quantité de notation du journal diminue. Donc, il y a vraiment un jeu de vase communicant. Vendredi 25 août 1944, 1h30. Coup de feu tout près d'ici. Coup de feu, passage d'un char. Jamais je n'ai mieux senti, avec une plus grande angoisse, combien nous sommes seuls dans cette maison. Combien notre qualité d'intellectuel nous isole du peuple. Je ne l'aurais jamais cru. Et cette impression me fait une peine atroce. Car la France, pour moi, c'est la peau même de mon cœur. On tire, très près. Puis le silence absolu, noir. Je pense que c'est très intéressant d'un point de vue historique de voir finalement quelqu'un qui est complètement aux prises avec ce qui se passe et qui essaye de comprendre. Puis on voit bien qu'elle n'y arrive pas et que finalement c'est la vie quotidienne qui va être vraiment prégnante. C'est comment les gens vont simplement trouver des tickets de rationnement, essayer d'obtenir de la nourriture par des gens qui connaissent à la campagne, de faire au marché noir. Elle s'énerve beaucoup contre ses voisins, notamment le concierge qui construit des clapiers à lapin dans sa cour. Elle se plaint beaucoup, ça fait du bruit, ça sent pas bon. Donc il y a vraiment tout cet aspect de la vie quotidienne vécue par les Français.
Et ce qu'on voit en particulier, effectivement, c'est la relation aux conditions matérielles. Saint-Hélier a quand même rêvé assez longtemps de bonnes conditions matérielles. Elle aimerait pouvoir vivre dans des beaux appartements, avec des beaux produits, des parfums, des étoffes, des robes, etc. Puis elle dit aussi à plusieurs reprises à quel point, au fond, elle déteste la vulgarité, la grossièreté, la banalité des choses. Et elle aurait voulu vivre dans des conditions d'aisance qui la mettent pas seulement à l'abri du besoin, mais aussi à distance de l'ordinaire, du quelconque. Elle est assez dure avec les Français, elle trouve qu'ils sont justement très profiteurs, vulgaires, ils continuent à faire la fête, alors qu'en fait, elle est très empathique avec tous ceux qui souffrent. Elle est assez exigeante aussi. Et je pense qu'ils sont aussi un peu démunis. Ces deux intellectuels dans une maison, ils ne savent pas très bien se débrouiller en termes pratiques. Donc, il y a quand même des bienfaiteurs qui viennent leur amener de temps en temps un poulet, des œufs. Blaise Briot, il donne des cours de latin contre des œufs, une salade. Et il y a des moments très émouvants où elle dit qu'il y a des escargots qui sont en train de se balader dans tout l'appartement, que quand elle reçoit un poulet, elle se met à pleurer. Enfin bref, on voit qu'il y a vraiment... ils essayent de retrouver des toiles, mais ils sont un peu en dehors, justement, de quelque chose de très actif. Donc, ils sont très dépendants des autres. La seule chose désirable au monde, c'est la compréhension des êtres entre eux. Elle est impossible. Et c'est le bonheur, le seul. Et il est impossible. 8 avril 1943. J'ai eu accès aux archives, à la manière dont elle écrit, etc. Donc, il y avait déjà un rapport physique, en fait, à son écriture quotidienne de la guerre. Rachel Noël, cinéaste, autrice de Couvre-feu, film réalisé d'après le journal de Monique Saint-Hélier. J'ai eu accès aussi à ses peintures, à ses dessins, à quelques photographies. Donc, il y avait des éléments tangibles, physiques en fait. L'encre, l'irature, le buvard. Tous ces éléments-là physiques me provoquaient quelque chose de double. C'est-à-dire à la fois beaucoup de tendresse, parce qu'en fait, elle écrit très minutieusement, il y a peu de papier, donc en fait... c'est des petites pages, donc il faut s'approcher. Donc il y a quelque chose de physique, en fait, qui s'installe avec ce qui reste. Et puis en même temps, il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a une forme de douleur qui est palpable, en fait, dans l'écriture. En fait, il faut aussi se rendre compte qu'elle ne pouvait pas se lever. Donc, quand elle avait des colères, quand elle était fâchée, c'est un exutoire, en fait. Des fois, elle rumine, elle remplit des pages et des pages pour se désénerver. Ce que nous, on ferait en allant marcher un petit coup dehors, elle le fait en écrivant. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tous les stades de l'écriture. C'est vrai qu'elle a peu de filtres. Elle se surveille relativement peu dans ce journal. Elle a des limites quand même de pudeur par rapport au corps, mais ça va assez loin, je trouve. Elle peut décrire son corps et ses stigmates, ses souffrances dans des détails qui sont assez crus. Et puis la même chose est vraie de ses relations avec autrui, où elle n'hésite pas à exprimer ses sentiments, même les plus injustes, les plus violents. Enfin, notamment par rapport à son intolérance vis-à-vis de ses voisins, par exemple, pour toutes sortes de choses. Le professeur Daniel Maggetti. Qui tiennent à la fois au bruit que la servante des voisins fait parce qu'elle a des sabots qui font trop de bruit sur les planchers, ou aux enfants des autres voisins qui sont bruyants ou impolis. Donc, on entre vraiment dans son quotidien de façon très, très, très terre à terre. Et ça constitue, je trouve, un très intéressant complément à cet aspect beaucoup plus, j'ai envie de dire, éthéré presque, de la mise en scène esthétisante dans l'œuvre. Là, on a vraiment l'envers et l'endroit d'un quotidien qui aspire souvent à une mise en forme, une prise de distance très grande. Et puis, le fait d'être forcé à côtoyer ce qu'il y a de plus rustre et quotidien. Le journal, je le trouve assez passionnant parce que c'est difficile de ne pas faire des liens avec des guerres qui nous entourent.
Ça me paraît totalement immédiat, en fait, quand on comprend l'incertitude liée à vivre une guerre au quotidien, ne pas pouvoir être actif ou pas vouloir. Alors après, ça, c'est d'autres questions que des historiens pourraient vraiment approfondir. Mais en tous les cas, en être sans en être, en fait, en faire partie de cette histoire et en même temps, comment agir avec ses propres moyens. Ça, c'est des questions qui me semblent fondamentales. Et puis, alors, je dirais de façon plus générale, le pouvoir d'évocation. Le fait que le passé, le présent et le futur sont liés. Alors, pour moi, alors peut-être qu'effectivement, elle-même, elle dit « je passerai vite de mode ». Elle le dit en citant Catherine Mansfield. Donc, du coup, en se référant déjà à quelqu'un d'autre qui dit « je serai très vite démodée, à quoi bon laisser des... » Je ne pourrais plus vous citer comme ça de tête. Mais elle a cette acuité quand même. Et pourtant, la manière dont elle fait attention au monde qui l'entoure me paraît nécessaire. Jeudi 9 novembre 1944. J'ai peur de la mort. J'ai peur de la souffrance. Je n'ai pas vécu. Je voudrais vivre assez profondément pour que je puisse me retirer en fermant la porte sur une scène habitée. Je me fais l'effet du nombre. Je ne suis qu'une ombre. Je voudrais saisir la vie avec des mains qui ne seraient pas les mains du nombre. Journal de guerre, journal intime, journal littéraire, journal médical et lieu de défouloir, les 19 cahiers rédigés par Monique Saint-Hély entre 1940 et 1948 se regardent également comme une sorte de laboratoire de son œuvre de fiction. Elle y entretient des cahiers parallèles et expérimente même de nouveaux procédés d'écriture. Elle met une structure en place, cahier principal, cahier parallèle, et petit à petit, parce qu'on se rend compte aussi que comme elle ne peut pas se lever, elle prend aussi ce qu'elle a un peu à portée de main. Donc on peut comprendre que tout à coup, il y a un autre cahier qui est à portée de main, mais en fait, elle a voulu quand même créer une logique. Donc on se rend compte qu'il y a le cahier principal, après les cahiers parallèles. Mais c'est une logique qui finalement n'est pas tenue jusqu'au bout. De temps en temps, après, elle revient finalement sur son cahier principal et puis elle poursuit ça pendant quelques temps. Donc finalement, chaque entité est un peu une île en soi. Alexandra Weber-Bernet. Alors là, on découvre justement la couverture du journal. Ça, c'est un des cahiers qui s'appelle Monnaie d'oiseau. C'est marqué journal d'une chronique. Donc là, on voit que c'est vraiment lié à l'œuvre. Donc en fait, on voit que dans ces cahiers diaristiques de journal, elle va aussi mêler un tout petit peu ce qu'elle est en train d'écrire. Donc là, par exemple, on voit qu'elle a mes projets pour mon livre, Carole Alérac, projet pour l'église et pour Carole Alérac. Ouais. Vous voulez que je vous lise un petit bout ? Ouais. Remontons dans l'après-midi, vers les 2 heures, avant mon injection. Tout à coup, j'ai trouvé, souligné, mais est-ce vraiment trouvé, le destin possible de Carole Alérac ? J'ai vu une scène pénible. J'ai su tout à coup que ce qu'examinait Guillaume Alérac sur le visage tendu de Bertrand de la Tour à l'église, ce n'était pas seulement l'angoisse que Bertrand de la Tour ressent en apercevant sur le visage tendu d'Aimé Fauchère cette haine jalouse. L'affreux regret de la jalousie brûlante. Tu étais auprès d'elle, toi que tu n'aimais pas. Tu étais là, près de ma mourante, et tu m'as volé ma morte. Et là, on voit que justement, c'est avec une autre encre par-dessus, entre 2 lignes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, elle mélange finalement le journal et un bout de ce qu'elle voudrait écrire de la suite de son roman. Je voulais juste revenir sur un autre aspect du journal qui est justement intéressant, c'est au moment de la libération. Donc ça, en fait, elle commence un cahier à part qu'elle appelle Lutèce, le nom romain de Paris, et elle fait vraiment une écriture de la simultanéité. Donc on se rend bien compte qu'elle est dans son appartement, elle entend des coups de feu, et plutôt que de descendre aux abris, elle va noter tout ce qu'elle entend. Samedi 19 août 1944, 3 heures. On tire à balles, tout près, de tous côtés. Le feu cesse.
Nous avons pu tirer une des persiennes. Blaise accroupi près de moi. Le tir est aveugle. D'où part-il ? Impossible de se rendre compte. Au bruit des mitrailleuses, on peut supposer des représailles à l'angle de la Halle au Vent, boulevard Saint-Germain, quai de la Tournelle. Quel silence après. Ça recommence plus loin. J'écris dans l'obscurité des persiennes tirées. Tout le matin, les Allemands ont fait sauter des postes d'essence, des aérodromes, des ouvrages militaires, brûlé des archives. On tire. C'est affreux. On tire. Des coups plus lourds. Petits canons de char, mitrailleuses, cils. On tire. Pas eu le temps d'écrire silence. On tire, on tire, on tire. Tac, tac. On tire, silence. Le vent dans les feuilles du m. Tac, gros coup, tac, tac, tac. Mitrailleuse, gros coup, très lourd. Gros coup. Tir terrible, terrible. Mon lit tremble. Mitrailleuse, terrible. Et un peu plus loin, le 24 août 44, mais tout à coup, la rumeur s'enfle. Et je comprends qu'ils arrivent. Ils arrivent. Alors il se passe une drôle de chose dans l'âme. La peine qu'on ne sentait plus ces derniers jours, la peine de ces 4 années horribles, la peine tout à coup est là. Et la joie ne trouve pas encore son chemin. On est fait pour la peine, fait à la peine. Et pour la joie, le canal est trop petit. Mais une joie me vient, à une autre partie de l'être, une joie de l'esprit. L'esprit, lui, comme un papillon de nuit, l'esprit ouvre ses ailes. Il reconnaît son monde. Il sait ce que veut dire ce « ils arrivent ». Il sait, avant la joie, avant le bonheur, avant toute autre nourriture, il reconnaît la sienne, la liberté. Ils arrivent, nous sommes libres, nous osons penser. On danse, on se bat, on reçoit des coups de fusil et des orfèvres. Est-ce qu'elle-même, à un moment donné, a envisagé ou imaginé que ses écrits intimes seraient publiés ou pas du tout ? En partie, oui, parce que... Alors ça, c'est une caractéristique particulière de ce journal, c'est qu'il a été réécrit à différentes périodes, de différentes manières. Donc, elle retravaille cette matière textuelle. Et effectivement, à un moment donné, elle a eu l'idée de ne pas le publier entièrement, mais en partie. Oui. Elle a même une sollicitation de la part d'un éditeur pour ça, à la fin des années 40. Stéphane Peterman. Tout n'est pas publiable, vraiment pas. Mais ça aurait pu être effectivement envisageable. C'est quand même aussi, voilà, elle a des modèles aussi autour d'elle de gens qui ont publié des journaux qui sont très connus. Hein. Elle a pu être tentée par ça. Parce que je le dis aussi, peut-être par rapport au sentiment que j'ai pu avoir par rapport au journal, c'est ce qui est frappant chez elle, c'est l'évolution identitaire, je trouve. Voilà, c'est une petite fille qui s'appelle Bertha Heinemann. Elle se convertit, elle change de nom. Donc il y a un changement d'identité quand même assez profond aussi, un changement d'appartenance religieuse. Et puis ensuite, en tant qu'écrivaine, elle adopte là aussi un pseudonyme. Et puis de nouveau, c'est une identité d'écrivain qu'elle se forge, qui est quand même assez différente de son identité biographique. Et parfois, on a de la peine à mettre ces identités ensemble. C'est-à-dire que la petite fille qu'a été Monique Saint-Hélier, elle est assez différente de la femme mariée et convertie, qui elle-même est très différente de l'écrivaine. Enfin, c'est des univers qui vont pas vraiment ensemble. Et le sentiment que j'ai eu avec ce journal, c'est que tout à coup, ces 3 femmes, si on veut, elles sont enfin réconciliées dans le journal. Le journal, c'est un peu un lieu comme ça de reconstitution d'une cohérence biographique qui sinon se perd un peu dans des directions très différentes. Ouais, la Monique Saint-Hélier, catholique, qui fréquente Jacques Maritain, ça n'a pas grand-chose à voir avec Carole Alérac ou Catherine dans son œuvre. Enfin, c'est quand même des situations identitaires très différentes. En 2018, les éditions de l'Air publiaient le journal de Monique Saint-Hélier, une somme colossale éditée par Alexandra Weber-Bernet et Stéphane Peterman à l'issue de 15 ans de travail. Et dans cet océan littéraire, rien n'est réductible à un journal courant, comme celui d'Amiel, par exemple, publié, lui, en plusieurs volumes sur une longue période. Bien au contraire. C'est 19 carnets, c'est immense. Quantitativement, c'est des millions de signes.
le texte, simplement. Et puis, on a fait le choix aussi éditorial de publier ce journal en respectant la séparation des carnets, c'est-à-dire en ne donnant pas des volumes où le texte est suivi, mais vraiment en faisant des volumes qui reproduisent la matérialité des carnets, parce que, en fait, la chronologie est complexe, elle se superpose, et donc, pour que le lecteur s'y retrouve, on pensait que c'était plus pertinent de publier ça de cette manière-là. Mais ça voulait dire qu'en fait, d'un carnet à l'autre, il fallait tisser un réseau de renvois, etc. Donc bref, à tout point de vue, c'était un projet quand même d'une envergure assez peu commune. Une personnalité assiégée par ses ressassements intérieurs. C'est à sa rencontre que nous invite ce journal monumental, miroir de la vie intérieure de Monique Saint-Hélier, durant des années où son œuvre s'est intimement liée à l'histoire, avec un grand H. Décédée le 9 mars 1955, à 60 ans, à Chambines, en Normandie, l'écrivaine suisse laisse derrière elle la grande saga romanesque des Alérac, son immense journal, ainsi qu'une suite de textes autobiographiques ou de fiction, pour certains inédits, republiés au cours des dernières décennies. Figure marquante de la littérature francophone du XXe siècle et personnalité incontournable des lettres contemporaines romandes, Monique Saint-Hélier fait à présent l'objet d'une exposition. Monique Saint-Hélier, une écriture en étoiles, à découvrir du 7 novembre 2024 au 19 avril 2025 à la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. C'était Monique Saint-Hélier, l'œuvre infinie, une série documentaire podcast proposée par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Interview et réalisation Chahut Média, David Brandambert et Carole Harari. Direction éditoriale Daniel Maggetti. La musique originale est signée Nick von Frankenberg. Tous les épisodes de cette série documentaire podcast sont disponibles sur le site du Centre des littératures en Suisse romande, unil.ch/CLSR, sur celui de Chahut Média, chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast.